dans une langue à laquelle ils comprenaient rien quand on les obligeait à aller à l'église, et puis après ils rentraient dans leur forêt et ils continuaient leur culte païen. Et surtout l'un des problèmes, c'est qu'ils voyaient très bien qu'il y avait une connivence entre les pasteurs, les gens du roi qui leur faisaient payer des taxes, et les commerçants qui leur faisaient boire de l'alcool. Et que tous ces gens, c'était des gens qui vivaient ensemble dans un entre-gens et que personne ne condamnait par exemple l'alcool. Et on voyait bien que l'alcool était en train de détruire ce peuple. Et c'était surtout les femmes des Samis qui, elles, ne buvaient pas, qui voyaient leurs mecs revenir complètement bourrés, vendre leurs troupeaux pour de l'alcool, sans que l'Église jamais ne trouve rien à redire à ça. Et derrière, donc, en les enjoignant à changer de religion, etc. Bon, donc il y avait un discours qui n'était pas cohérent et qui n'était pas convaincant. Et le seul qui a réussi à les convaincre, donc c'est dans les années 1880, et c'est un homme qui s'appelle l'Archlévy Lastadius, qui était lui-même fils d'un pasteur protestant, mais sa mère était samie. Donc ce Lastadius avait assisté dans son enfance à des séances de chamanisme, il savait comment ça se passait, il était lui-même très croyant en Dieu, et donc il aimait ce peuple, c'est surtout la grosse différence. Il venait de ce peuple, donc il l'aimait sincèrement. Et il a vraiment voulu, du fond du cœur, les convertir. Et les gens l'ont senti. Et notamment, ils l'ont senti parce que la première chose qu'il leur a dit, c'est arrêtez de boire. Arrêtez de boire. Et à partir du moment où un pasteur a dit ça, eh ben, les femmes ont amené tout leur bonhomme à l'église et ils ont arrêté de boire. Et donc, la ferveur de ce gars a vraiment converti les Samis, et tous les Samis, ça s'est comme une traînée de poudre, hein, ça s'est répandu, et ils se sont tous convertis en masse à ce pasteur, qui n'était pas très bien vu du tout par l'église protestante, parce que lui, c'était un illuminé, il était convaincu d'être en rapport direct avec Dieu, il lui parlait à Dieu. Donc il est entré en transe, et puis dans ses prêches, c'était vraiment la transe, quoi, comme chez les chamans. Et du coup, ça plaisait pas à l'église, mais en même temps, ça leur ramenait des fidèles et ils étaient bien contents. Donc tout le monde est passé au protestantisme de cette façon-là, et aujourd'hui, que ce soit les Samis ou que ce soit les Norvégiens, ils sont tous protestants. L'église protestante a été une église d'État jusqu'en 2012, quand même. Hein. C'est-à-dire que la séparation de l'église et l'État, ici, c'est 2012. Et c'était donc, jusqu'à 2012, le ministère de l'Éducation, c'était aussi le ministère de la foi. Et vous aviez de l'instruction religieuse à l'école. Voilà. Aujourd'hui, donc, on a un chiffre de 88%, mais comme je vous le disais au début de notre voyage, il faut le relativiser, parce qu'ici, quand vous avez un enfant, eh ben, dès sa naissance, il est instantanément inscrit dans le culte protestant. Alors, plus maintenant, plus depuis 2012, mais à l'époque, c'était ça. Et donc, si vous ne vouliez pas que votre enfant soit inscrit dans l'église protestante, vous deviez en faire la demande. Alors, elle ne vous était jamais refusée, cette demande, mais c'était de la paperasserie pour beaucoup de gens. Et ils n'avaient pas envie de le faire, donc on le laissait, et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, certes, il y a 88% pratiquants, mais vous allez avoir 56-57% de gens qui vont réellement au temple. Enfin, ça reste quand même très important, hein, comme quantité. Et globalement, donc, le sentiment religieux, il est encore assez présent ici. Là, c'est vraiment merveilleux. Le champ avec la lumière. Et non seulement avec la lumière, mais avec la neige, comme je vous le disais ce matin. Parce que quand on est passé la semaine dernière, il faisait beau, il faisait moins beau que ça, mais il faisait beau quand même. Mais on n'avait pas toute cette neige. Ça change tout. Hein.
Oui, c'est une bonne observation, effectivement. Monsieur me dit il y a très peu de maisons avec des clôtures. Ouais. Certains le font, mais effectivement très peu en réalité. La confiance. C'est la confiance, oui, voilà. Vous savez, un pays, en fait, on se rend compte, un pays dans lequel il n'y a pas de chômage, c'est incroyable ce que ça change. Du coup, derrière, il n'y a pas de délinquance parce qu'il n'y a pas de misère. Et oui, c'est tout ça. Et alors, tiens, je m'interromps. Là, sur votre gauche, regardez, on voit des bacs, là. Vous voyez. Donc ça, c'est des bacs à saumon, mais c'est les bacs pour les alevins dont je vous parlais ce matin. Les alevins qui ne supportent pas l'eau salée. Donc on les met là-dedans, et puis quand ils supportent l'eau salée, on met les bacs dans l'eau. Enfin, on ne met pas les bacs dans l'eau, on prend les saumons, on les met dans d'autres bacs. Mais c'est vrai qu'ici, le fait qu'il y ait le plein emploi, que les gens vivent bien, ça fait que derrière, il n'y a pas de délinquance, donc il y a la confiance qui s'installe. Et mettre une clôture, les gens ne vont pas le faire. Et jusqu'à il y a quelques années, maintenant, c'est peut-être moins généralisé que ça l'était à une certaine époque, mais c'est des choses qui surprenaient beaucoup à l'étranger. Les gens, quand ils sortent de leur maison le matin pour aller travailler, ils ne ferment pas la porte à clé. Ah oui. Ils laissent la porte, elle est ouverte, quoi. Et personne ne va venir. Alors des choses qui existent encore de façon généralisée ici, c'est par exemple dans certains campings qu'on appelle les huttes, les HY2TE, ce sont des petites maisons assez simples et les gens louent ça pour les vacances. Alors vous en avez dans des endroits très touristiques, mais vous en avez aussi dans des endroits assez isolés. Et quand il s'agit d'endroits isolés, vous avez toujours un bâtiment dans lequel vous allez trouver une petite épicerie et une pharmacie de secours avec les premières nécessités, des pâtes, du café, un peu de thé, du sucre, de l'ibuprofène, du paracétamol, des pansements. Et puis il y a une boîte à côté, et il y a le prix des choses, et vous mettez les sous, et puis personne ne va vérifier. Donc personne viendra surveiller, et personne ne viendra piquer la caisse non plus. Voilà, on va passer le pont de Gimseuil. Et alors sous ce pont, il y a un petit phénomène au moment des marées qu'on appelle le maelstrom. Avez-vous entendu parler du maelstrom? Donc celui-là est tout petit, mais il y en a de beaucoup plus gros. Et notamment un petit peu au large de l'extrême sud des Lofoten, il y en a un qu'on appelle le Moskenesströmmen, qui est très très célèbre puisque Edgar Poe en a fait une nouvelle entière qui s'appelle Une descente dans le maelstrom. Et notre national Jules Verne y a fait disparaître le Nautilus. Le Nautilus coule ici, au large des Lofoten. Il disparaît dans le vortex du maelstrom. Alors le maelstrom, c'est un vortex, donc c'est une tornade inversée dans l'eau, et ça se fait avec le flux et le reflux des marées dans ces cheux d'eau. Et donc l'eau devient une espèce de tourbillon très très rapide qui aspire dans son centre les poissons, donc les plus petits poissons, ce qui attire les plus gros poissons, ce qui attire de plus gros et de plus gros, et ce qui fait que donc pour la pêche, c'est idéal. Et par contre, pendant des siècles, vous aviez la tentation d'aller pêcher dans le maelstrom parce que vous rameniez des pêches extraordinaires, mais par contre vous risquiez la vie, quoi. Si vous étiez pris dans le vortex, vous n'en sortiez pas. Et il y a eu beaucoup d'accidents. Et c'est d'ailleurs l'histoire que raconte Edgar Poe, c'est ça. C'est trois frères qui partent pêcher et qui ont mal calculé le temps et qui se font choper par le maelstrom. Et il y en a deux qui meurent et un qui réussit à survivre et qui raconte sa plongée dans l'abominable vortex. C'est une très très bonne nouvelle, hein. C'est super bien écrit. Après c'est complètement inventé, évidemment, parce qu'il n'est jamais allé dans le maelstrom, hein, le frère Edgar Poe. Et puis dans les descriptions qu'il en fait, c'est un petit peu, à l'époque, le 19e siècle, hein, il n'y a pas que là, mais on grossissait un peu les choses quand même. Oui. Et il explique dans sa nouvelle qu'il y a des bateaux entiers, des navires entiers qui peuvent être aspirés. Non, il n'y a pas des navires entiers, à la limite une barque de pêche, mais guère plus, quoi.